Bienvenue avec nous dans votre module de physiologie. Aujourd'hui, on va faire le troisième cours du chapitre physiologie respiratoire intitulé les échanges gazeux. Donc voici le plan du cours. On commence par une introduction, puis on va expliquer la notion de pression partielle pour ensuite entrer au vif du sujet qui est les échanges gazeux. D'abord, les échanges gazeux pulmonaires qui incluent les sous-titres suivants. PO2 et PCO2 alvéolaire, différence de pression partielle d'O2 et de CO2 au niveau des capillaires pulmonaires, capacité de diffusion pulmonaire de l'O2 et du CO2. La quatrième partie, les échanges gazeux systémiques, et on finira par une conclusion. Premièrement, introduction. Les échanges gazeux dans l'organisme humain existent à deux niveaux. D'abord, les échanges gazeux pulmonaires au niveau alvéolo-capillaire et les échanges gazeux systémiques au niveau tissulaire. On sait tous que les tissus formant l'organisme humain consomment en permanence de l'oxygène et des nutriments. Et donc, par conséquent, le sang à la sortie de ces tissus, le sang veineux, va se retourner vers le cœur droit tout en étant pauvre en oxygène. Puis, du cœur droit, il va passer dans la petite circulation, dans la circulation pulmonaire, où il va être réoxygéné et s'en débarrasser de l'excès de CO2. Puis, il va se retourner vers le cœur gauche, puis être distribué à tout l'organisme par l'aorte. Les échanges tissulaires et pulmonaires de gaz se font par simple diffusion passive sous l'effet des différences de pression partielle. Nous allons aborder maintenant la notion de pression partielle. L'air atmosphérique est un mélange de gaz de proportions différentes. Nous avons la plus grande partie qui est occupée par l'azote, 79%, 21% d'oxygène et un pourcentage négligeable d'autres gaz, notamment le CO2, les gaz rares, les polluants atmosphériques et la vapeur d'eau. Tous ensemble, ces gaz exercent une pression totale atmosphérique, la pression atmosphérique, qui est égale à 760 mm de mercure en moyenne au niveau de la surface de la mer. La pression totale est la somme de la pression partielle exercée par chacun des gaz constituant le mélange. Donc la somme des pressions partielles exercées par chacun des gaz qui constituent le mélange. Et donc, puisqu'il y a 79% de molécules d'azote dans l'air, donc 79% de ces 760 mm de mercure sont dus aux molécules d'azote. Alors que 21% des 760 mm de mercure, soit 160 mm de mercure, sont dus aux molécules de dioxygène. Et donc, en conclusion, la pression partielle est la pression exercée individuellement par chaque gaz. Donc, suivant le schéma représenté ici, nous allons dire par exemple que les molécules en bleu, c'est l'azote, et en rouge, c'est le dioxygène. Et donc, la pression totale, c'est la somme des pressions de l'oxygène et d'azote, puisque les autres sont de proportions négligeables. Toujours dans la notion de pression partielle, la loi de Dalton sur les pressions partielles s'exprime par l'équation suivante. La pression partielle d'un gaz est égale à la pression totale du mélange des gaz dans un endroit fermé, donc la pression totale, fois la concentration fractionnelle du gaz dans le mélange. Dans notre cas, dans l'air, la pression partielle en oxygène est égale à 160 mm de mercure selon la loi de Dalton, et la pression partielle en CO2 qui est négligeable est égale à environ 0,23 mm de mercure. La pression partielle en oxygène diminue en altitude car la pression atmosphérique diminue. Donc,
On va prendre l'exemple des liquides, par exemple. La pression va augmenter avec la profondeur. C'est le même cas, c'est la même chose dans le cas des gaz. Donc, en augmentant l'altitude, la pression atmosphérique diminue et donc forcément les pressions partielles vont diminuer, vont suivre la pression totale. Les gaz dissous dans un liquide tel que le sang exercent aussi une pression partielle. Plus grande est cette pression partielle, plus grande est la quantité dissoute de gaz. Comme les boissons gazeuses par exemple, sans faire de publicité, il existe une différence de pression partielle entre le sang capillaire pulmonaire et le gaz alvéolaire d'une part, et entre le sang capillaire systémique et les tissus d'autre part. C'est ce qui permet la diffusion des gaz toujours d'une zone de forte pression partielle vers une zone de faible pression partielle, et donc les gaz vont diffuser chacun selon sa pression partielle. Nous avons ici un schéma qui nous montre donc le gaz qui est contenu dans un récipient fermé. Lorsqu'on augmente le volume du récipient, donc le gaz va diffuser et occuper tout le volume pour à la fin, dans tout point de ce récipient, la pression va être égale. Maintenant, les échanges gazeux. On va commencer par les échanges gazeux pulmonaires. Premièrement, la pression partielle en O2 et la pression partielle en CO2 alvéolaire. L'air atmosphérique est réchauffé à 37 degrés. Donc, à 37 degrés, c'est la température moyenne de l'organisme humain. L'air atmosphérique est réchauffé à 37 degrés et saturé en vapeur d'eau au passage dans les voies aériennes. Cette vapeur d'eau va exercer une pression partielle de 47 mm de mercure, ce qui va réduire la pression partielle initiale des composantes de l'air inspiré. Donc, pour expliquer ce point, on va prendre comme exemple un verre qui contient une solution bien définie, qui contient des composantes avec des concentrations bien définies, à laquelle cette solution on va rajouter un peu d'eau, et donc les composantes vont diminuer de concentration sous l'influence de l'eau ajoutée. Et d'où la pression, si on veut savoir quelle est la nouvelle pression du gaz après l'humidification de l'air inspiré, la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique moins la pression de la vapeur d'eau qui est égale à 47 mm de mercure, le tout fois la fraction du gaz. La fraction, ça veut dire le pourcentage du gaz dans le mélange. Par exemple, la pression en oxygène, la nouvelle pression partielle de l'oxygène est égale à 760 moins 45 fois 0,21%. Et la nouvelle pression partielle en oxygène est égale à 150 mm de mercure de ce fait. Après l'humidification de l'air inspiré, il se mélange encore une fois au gaz restant dans les alvéoles et l'espace mort à la fin de l'expiration précédente, donc à la fin du cycle précédent. Donc la pression d'O2 diminue jusqu'à atteindre 104 mm de mercure. Cette humidification combinée au renouvellement partiel du gaz alvéolaire, avec une partie de l'oxygène de l'air qui entre dans les alvéoles et les quitte pour gagner les capillaires pulmonaires, et donc la partie d'O2 qui va participer aux échanges gazeux pulmonaires, sera à l'origine d'une baisse de la PO2 alvéolaire qui est alors vers la fin de 100 mm de mercure. La PO2 alvéolaire varie peu pendant le cycle respiratoire et est en équilibre avec la PO2 du sang quittant les capillaires pulmonaires, donc la PO2 du sang des veines pulmonaires. Il s'ensuit que la PO2 du sang artériel reste elle aussi invariable, de telle sorte que la quantité d'eau sortant des capillaires pulmonaires varie peu
avec le cycle respiratoire. Dans les poumons, le CO2 diffuse du sang vers le gaz alvéolaire du fait de la différence de pression partielle et sera rejeté dans l'environnement lors de l'expiration. La PCO2 alvéolaire varie peu au cours du cycle respiratoire et est de 40 mm de mercure. On va expliquer ça dans la diapo suivante. Toujours avec les échanges gazeux pulmonaires, maintenant les différences de pression partielle d'O2 et de CO2 au niveau des capillaires pulmonaires. Dans les poumons, le sang va être oxygéné et va perdre l'excès du CO2 par simple diffusion du fait de différences de pression entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires pulmonaires. Donc, on commence par le sang veineux systémique qui arrive au cœur droit par le biais des veines caves. Il est pauvre en oxygène et riche en CO2. Ensuite, il va être pompé vers l'artère pulmonaire, les artères pulmonaires. Puis, il va arriver au niveau des capillaires pulmonaires où s'effectuent l'hématose ou bien les échanges gazeux. Donc, il va être oxygéné, donc il va gagner de l'oxygène jusqu'à l'équilibre entre l'air alvéolaire et les capillaires pulmonaires. Donc, à la sortie, il va y avoir une pression partielle d'O2 qui est égale à 100 mm de mercure et une pression partielle de CO2 qui est égale à 40 mm de mercure. Donc, il a perdu du CO2 et a gagné en oxygène. Ensuite, il va retourner vers le cœur gauche par le biais des veines pulmonaires. Ensuite, il sera distribué à tous les organes. Donc, il va être distribué vers tous les tissus de notre organisme pour avoir de l'énergie. De ce fait, il y a une différence de pression partielle entre les gaz alvéolaires et le sang des capillaires pulmonaires, d'où diffusion de l'O2 vers le sang et du CO2 vers le gaz alvéolaire. Jusqu'à l'équilibre des pressions partielles, cet équilibre va être atteint en 0,3 jusqu'à 0,4 secondes. Donc, une fraction de seconde suffit pour atteindre l'équilibre. Et bien sûr, l'air alvéolaire va être changé comment dirais-je, l'air alvéolaire va être renouvelé à chaque fois avec le cycle respiratoire. Maintenant, nous allons voir quelques nouveaux termes et de nouvelles expressions, comme la capacité de diffusion pulmonaire de l'oxygène, son abréviation en anglais DLO2, Capacity Diffusion of the Lung for Oxygen. La quantité d'oxygène, maintenant c'est un autre terme, la quantité d'oxygène qui traverse la membrane alvéolo-capillaire par unité de temps, qui est écrite VO2, est égale à la constante K, c'est la constante de diffusion de l'O2, et qui dépend de la solubilité de l'O2 dans la paroi alvéolaire et du poids moléculaire de l'O2. Elle est égale au coefficient de solubilité de l'O2 divisé par la racine carrée du poids moléculaire de l'O2. Donc la constante de diffusion de l'O2 fois la surface d'échange fois la différence de pression entre l'alvéole, la différence de pression en O2 entre l'alvéole et les capillaires pulmonaires, donc le gradient de pression, le tout divisé par l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire. On peut la écrire autrement, donc la constante K fois la surface d'échange divisé par l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire. Cette constante nous donne la capacité de diffusion pour l'oxygène, la fameuse capacité de diffusion pour l'oxygène. Donc, la quantité d'oxygène qui traverse la membrane alvéolo-capillaire par unité de temps est égale à la capacité de diffusion pour l'oxygène multipliée par la différence de pression en O2 entre l'alvéole et les capillaires pulmonaires.
Il faut savoir que la constante de diffusion K du CO2 est beaucoup plus grande que celle de l'O2 car la solubilité du CO2 est largement supérieure à celle de l'O2. Et donc, le CO2 peut diffuser facilement à travers la paroi alvéolo-capillaire, contrairement à l'O2. D'autre part, nous avons une grande différence de pression en ce qui concerne l'O2 entre le sang qui arrive dans les capillaires pulmonaires et l'air alvéolaire. Si vous vous en souvenez, la pression partielle en O2 au niveau du sac alvéolaire était égale à environ 104 mm de mercure, alors que celle des capillaires pulmonaires était égale à environ 40 mm de mercure. Et donc une grande différence de pression avec une constante de diffusion relativement faible nous donne l'équilibre que l'équilibre soit atteint rapidement en 0,3 jusqu'à 0,4 secondes. Maintenant, en ce qui concerne le CO2, nous avons une diffusibilité importante. La constante de diffusion est relativement grande, mais par contre, une faible différence de pression entre le sang veineux mêlé et l'air alvéolaire. Et l'équilibre est atteint, comme l'O2, en 0,3 jusqu'à 0,4 secondes. Donc, la DL, donc la diffusibilité du CO2 est 20 fois plus grande que celle de l'O2. Dans ce schéma ici, vous avez représenté la diffusion du CO2 avec une grande flèche, ce qui veut dire le CO2 diffuse plus facilement, contrairement à l'O2 avec une petite flèche, mais je vous ai mis deux molécules d'O2, donc une concentration importante, une pression importante d'O2 au niveau alvéolaire, et c'est ce qui fait que l'équilibre est atteint rapidement dans les deux cas. On arrive aux échanges gazeux systémiques. Le transfert d'O2 et de CO2 entre le sang des capillaires systémiques et les cellules des tissus se fait par simple diffusion sous l'influence des différences de pression partielles. Donc c'est le même mécanisme avec les capillaires pulmonaires, au niveau pulmonaire. Et de ce fait, le sang artériel qui arrive dans les capillaires systémiques, donc qui arrive juste avant les capillaires où s'effectuent les échanges gazeux, nous allons avoir les mêmes concentrations en O2 et en CO2 que celui qui sort par les veines pulmonaires. Donc on aura une pression en O2 à 100 mm de mercure et en CO2 à 40 mm de mercure. Et c'est parce que la distribution du sang pour les organes et les tissus se fait par ramification. Donc les artères vont se ramifier et donc on garde une même concentration en O2 et en CO2 jusqu'au capillaire tissulaire. Du fait du métabolisme oxydatif, les cellules consomment de l'O2 et produisent du CO2 de façon continue. Et donc, les cellules vont utiliser le dioxygène pour oxyder les molécules énergétiques, comme le glucose par exemple, et bien sûr vont produire les déchets, dans notre cas c'est le CO2, de façon continue. La PO2 cellulaire est d'environ 40 mm de mercure. Il faut savoir qu'elle est beaucoup plus basse au niveau des mitochondries, siège du métabolisme oxydatif, et donc là où il y aura une consommation accrue en O2. Et la PCO2, elle est à environ 46 mm de mercure. Ces valeurs sont variables selon le niveau d'activité du métabolisme oxydatif et de l'irrigation du tissu. L'O2 va diffuser sous l'effet de la différence de pression, comme le CO2 aussi, et donc on aura une diffusion de l'oxygène du sang artériel vers les tissus, et inversement, le CO2 va diffuser vers le sang veineux. À la fin, on aura le sang veineux qui est pauvre en O2, donc 40 mm de mercure, et riche en CO2, 46 mm de mercure. Le sang veineux systémique va retourner au niveau du cœur et qui va le pomper
vers les poumons et vice-versa. En conclusion, la diffusion des gaz s'effectue toujours selon la différence de pression partielle et dépend ainsi de la perméabilité des tissus au gaz. Le N2, l'azote, constitue l'élément le plus abondant de l'air atmosphérique avec une fraction de 78 à 79%, mais étant indiffusible à travers la paroi alvéolo-capillaire, ça veut dire que la paroi alvéolo-capillaire n'est pas perméable à l'azote et de ce fait, il va constituer un facteur important dans l'étirement de la paroi alvéolaire pour permettre une meilleure diffusion des gaz, c'est-à-dire l'oxygène surtout et le CO2. Et donc, va permettre d'effectuer l'hématose dans les meilleures conditions. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!